Je m'appelle Maya, j'ai 10 ans et je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé. C'est pas facile pour moi, mais j'ai envie que les autres comprennent. Tout a commencé par un message sur mon téléphone. C'était une copine de ma classe qui me disait que j'étais moche sur ma photo de profil. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais après, d'autres enfants ont commencé à m'envoyer des messages, des insultes, tout le temps, même la nuit. Je me réveillais et je voyais encore des notifications. Des fois, c'était juste un "t'es nul", mais des fois, c'était beaucoup plus méchant, comme "personne t'aime" ou "si tu disparaissais, ce serait mieux". Je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. J'ai essayé de demander, mais on me répondait juste par d'autres insultes et où on m'envoyait des photos de moi trafiquées. Ça me suivait partout, même quand j'étais dans ma chambre. J'avais l'impression que je pouvais plus respirer tranquille. Au bout d'un moment, j'ai commencé à croire que c'était vrai, que j'étais nulle, que j'étais moche. J'avais mal au ventre le matin avant d'aller à l'école. Je parlais moins, même à mes parents. Je rigolais plus comme avant. La nuit, je pleurais dans mon oreiller pour pas qu'ils m'entendent. Un jour, j'ai eu tellement peur de retourner à l'école que je suis restée dans mon lit et j'ai dit que j'étais malade. Mais en vrai, c'était juste que j'avais plus envie de me lever. Je pensais à tout ce qu'ils me disaient et je me disais que peut-être ils avaient raison. Peut-être que j'étais vraiment nulle, que personne ne m'aimait, que ça servirait à rien de rester là. J'ai même pensé que ce serait plus simple si je vivais plus. Comme vous l'avez perçu avec l'histoire de Maya, on peut dire que le cyberharcèlement, c'est extrêmement rapide. Plein de gens, et là dans notre cas plein d'élèves, sont au courant très rapidement grâce à la forte numérisation. On le sait tous, des SMS, WhatsApp, TikTok, Snapchat, il y en a beaucoup. Et je me faisais le parallèle quand nous on était un peu plus jeunes. On aurait dû écrire à toute la classe, ça veut dire envoyer une trentaine de textos, avec sûrement un hors forfait de 80 €, voire même si tu avais un forfait bloqué, à mon avis, c'était mort pour toi. Bref, des textos limités à 160 caractères, sur lesquels on essayait de compter chaque caractère, vous vous en souvenez, et où on avait un 3310 qui était extrêmement performant. Bref, dans cette époque-là, le cyberharcèlement, c'était pas ça. Aujourd'hui, on peut dire que c'est immuable, car c'est enregistré sur tous les téléphones. On ne peut pas effacer tous les messages, toutes les images qui tournent et sont conservées sur des dizaines d'appareils, des centaines d'appareils. On peut aussi dire que c'est omniprésent. Ce n'est plus qu'à l'école, mais c'est le soir, quand on rentre à la maison. C'est le week-end, la nuit, les vacances. Même si on change de collège, de ville, peu importe, il n'y a aucun répit. Une étude allemande de 2020 révèle qu'un quart des victimes de cyberharcèlement ont pensé au suicide. Du coup, ce matin, on aimerait bien vous faire partager les habitudes numériques des enfants aujourd'hui en 2025. Et pour cela, on a quelques questions avant de démarrer notre sujet. La première, d'après vous, quelle est la proportion d'enfants qui se connectent quotidiennement sur le web à partir de 11 ans? Est-ce que d'après vous, c'est moins de 50%? Levez la main pour ceux qui pensent que c'est moins de 50. Personne ne lève la main. Entre 50 et 75%. On va dire qu'on a la moitié de la salle, voire même un poil plus. Un poil. Et qui pense que c'est plus de 75%? Ah bah là, tout le monde a levé la main, donc vous avez levé la main 2 fois, je pense. La réponse, c'est 99% des enfants se connectent quotidiennement, donc tous les jours, dès 11 ans. C'est un baromètre de Open 2024, donc imaginez en 2025. On estime 6h35 de temps d'écran quotidien moyen chez les 13-17. On n'a pas réussi à trouver un chiffre un peu en dessous, mais 6h35 c'est énorme. Je ne sais pas si vous avez la petite alerte sur votre téléphone du temps moyen. Moi des fois j'y suis pas. Et deuxième question, d'après vous, quel est l'âge moyen auquel les enfants reçoivent leur premier smartphone, leur premier portable? Donc pareil, main levée, qui pense que c'est entre 8 et 10 ans? Ouais, pas mal. La moitié? Ouais. Un peu plus. Entre 10 et 11 ans? Allez, un tiers. Et entre 11 et 12, entrée au collège, un petit peu. 10%, même pas. En fait, le premier portable, il est reçu, donc vous le voyez, à 9 ans et 9 mois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'en dessous, c'est-à-dire que seulement 11% des parents ont cédé à un caprice de leur enfant. C'est-à-dire que tous les autres, ce n'est pas les enfants qui ont demandé le portable. C'est la famille qui l'offre, c'est les parents qui se disent que c'est plus de sécurité, qui vont pouvoir les joindre n'importe où, qu'ils vont pouvoir
avoir les messages de leur enfant si jamais les enfants ont un problème en rentrant de l'école. Et en fait, c'est pas les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui réclament un portable. C'est la société qui très tôt leur met dans les mains. Dernière question, et après c'est fini, sur cette partie-là. D'après vous, quelle est la proportion d'enfants exposés à des contenus violents, sexuels ou choquants avant l'âge de 15 ans? Est-ce que d'après vous, c'est moins de 50%? Ils commencent à Une se personne. méfier. Est-ce que c'est entre 50 et 75%? Allez, on a 20% peut-être de la salle. Et qui pense que c'est plus de 75%? Bon, ok. Toute la salle avait la main. Vous l'avez, j'imagine, perçu, mais en effet, 90% d'enfants sont exposés à des contenus violents, sexuels ou choquants avant l'âge de 15 ans. Il faut savoir que un jeune sur 3 dit avoir vu une image qu'il n'aurait préféré ne jamais voir. Ces images que les enfants voient, vous le savez, vous, parce qu'on est tous dans l'informatique ici présents, c'est des images qui sont ni choisies. Elles ne sont pas accompagnées. C'est des enfants qui sont seuls face aux effets qu'elles produisent. Ils voient une image qu'ils n'aimeraient ne jamais voir. Il faut imaginer en termes de volume, il y a 95 millions d'images uploadées chaque jour sur Insta. C'est un chiffre de 2023, donc je pense qu'on a bien explosé les 100 millions. 720 000 heures de vidéos uploadées chaque jour sur YouTube. Vous imaginez le nombre de contenus qui peut arriver directement auprès de nos élèves, nos enfants? Donc c'est pour ça que ces élèves-là, eux, ils ne savent pas comment réagir. Ils sont seuls, comme je vous l'ai dit, et ils n'ont pas de compétences pour se protéger. Non, ils n'ont pas de compétences pour se protéger, effectivement, alors qu'il y a eu un mythe qui a tourné dans le monde du numérique et dans le monde de la pédagogie surtout, disant que cette génération était née avec un smartphone dans les mains, ils allaient savoir naturellement s'en servir, et donc on n'avait pas tant besoin que ça de leur apprendre. C'est le mythe des digital natives, et né avec Internet, on n'a pas besoin de les accompagner. C'est très très faux, on s'en rend compte maintenant. Ça nous a permis peut-être, nous, enseignants, pédagogues, de se dire, finalement, ils savent mieux que nous. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas tout ça. Je vais pas pouvoir les accompagner, je vais pas pouvoir leur apprendre, alors que eux le font chaque jour. Et non, le numérique, ça s'apprend. Les compétences sont nécessaires parce que les enfants sont très passifs, on l'a vu derrière ce numérique. Il faut leur donner des compétences pour leur apprendre à se protéger. Et le numérique, ça évolue chaque jour. Donc les compétences, on le voit aujourd'hui avec l'IA, les générations numériques se raccourcissent. Les enfants, les jeunes adultes maintenant qui ont pourtant grandi avec le numérique doivent apprendre l'IA et découvrent de nouvelles choses chaque jour. Donc il faut, c'est notre but aujourd'hui, apprendre aux enfants les compétences numériques pour les accompagner et les protéger. Et donc, c'est ça notre enjeu, grandir avec le numérique, comment faire, comment essayer de protéger ces enfants-là, comment leur donner les clés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour démarrer ce volcan. Rapide présentation, je m'appelle Estelle Landry, j'étais PM chez Pix depuis 6 ans maintenant. Maintenant, je suis product manager chez Solence, une start-up dans le médical pour les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Je suis speakeuse, organisatrice de conférences et aussi maître de cérémonie au Grand Cœur. Et j'essaye aussi d'accompagner des femmes qui veulent essayer de faire des reconversions dans la tech. Moi, je m'appelle Émilie Goubin. Je travaille chez Pix depuis 3 ans en tant que créatrice de contenu pédagogique, et notamment dans le cadre de Pix Junior dont on va vous parler. J'étais pendant 15 ans professeure des écoles, puis je suis devenue conseillère pédagogique au numérique, c'est-à-dire que je formais mes collègues enseignants à enseigner avec le numérique et à enseigner le numérique. Je vais bientôt rejoindre les équipes de l'Université d'Orléans pour continuer à former mes collègues au numérique dès la formation des enseignants du premier degré, dès l'obtention de leur concours. Je pense que vous avez peut-être certains d'entre vous des enfants, mais bon, on va peut-être revenir sur la mission de Pix avant d'aller plus loin. Au cas où. Qu'est-ce que Pix? Donc Pix, c'est un GIP qui aide chaque citoyen à évaluer, développer et certifier ses compétences tout au long de sa vie. On commence avec Pix très jeune, donc on le verra, mais en troisième et en terminale, il y a une certification que les élèves passent au collège et au lycée, qui est obligatoire. Et ensuite, on peut travailler avec tous les citoyens pour continuer à développer leurs compétences numériques et les certifier pour valoriser ces compétences dans le monde du travail, notamment. Tu l'as dit, du coup, GIP, c'est groupement d'intérêt public. C'est pour ça que l'outil est gratuit. Donc si vous voulez faire un compte, allez tester. Il y a une compétence développement, programmation, donc si vous voulez aller voir.
Mais on n'est pas là pour parler de PIX, physiquement, de la mission PIX, mais plutôt de revenir à cet enjeu de la protection des enfants. En 2022, il y a eu une demande d'investigation et c'est à ce moment-là que PIX a décidé de répondre à ce nouvel enjeu de la protection des enfants. On l'a vu, il y a, je ne sais pas vous en tant que parents, ceux qui sont parents aujourd'hui, il y a des dispositifs de signalement, d'écoute qui ont été mis en place pour ces jeunes enfants, mais les enseignants l'ont compris, ils sont assez seuls, parce que le numérique doit venir d'une démarche d'apprentissage. Et les enseignants nous l'ont dit, ils aimeraient bien être outillés pour faire ça, parce qu'à l'heure actuelle, ils se sentaient vachement seuls pour apprendre le numérique aux enfants. C'est pour ça que nous, on a essayé, comme on pouvait, de répondre à ce besoin. Et donc on a eu un nouvel objectif qui était de co-construire, ça a été vraiment notre point d'entrée, co-construire pas à pas avec les enseignants un outil qui était adapté aux besoins de nos 2 millions 4 élèves de CM1, CM2. Donc on voulait aider les enseignants dans la progression des apprentissages du numérique. On voulait évaluer les compétences numériques des élèves, puisque les enseignants doivent en CM2 évaluer les élèves pour le collège et n'arrivent pas toujours à savoir comment le faire. Et on voulait permettre aux enseignants d'avoir une vraie vision des compétences des élèves, un vrai profil de chaque élève pour pouvoir au mieux adapter leurs apprentissages. Et du coup, ça y est, c'est parti. Ça, c'était fin 2022, pour vous donner un contexte de date. Donc, Émilie, moi et d'autres personnes chez Pix, on s'est dit, bon, CM1, CM2, on ne les connaît pas. Nous, on est à partir du collège. Comment on fait pour s'y prendre, pour lancer un produit de cette envergure qui nous touchait très particulièrement, sur lesquels on avait envie de bien faire. Et donc, là, on va essayer de vous raconter un petit peu cette genèse, d'où on est parti, quel a été notre processus, notre cycle, bref. Rentrons dans le détail. Avant ça, on avait quand même 3 grandes convictions, il faut se le dire. La première, c'est que partir d'une page blanche, c'est bien. Tordre un produit existant pour une nouvelle cible de public, c'est pas bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tordre quelque chose d'existant, ça n'a jamais fonctionné. En termes de maintenabilité, ne serait-ce qu'au niveau dans le code, c'est catastrophique. Donc on s'est tous actés en se disant qu'on allait partir de zéro, reprendre le besoin actuel et voire même développer un nouveau produit. Deuxième conviction, c'était qu'on avait marre d'avoir des équipes qui étaient silotées. Fini ça, on voulait une équipe pluridisciplinaire, drivée autour du même envie. Et donc c'est pour ça qu'avec Émilie, d'autres personnes de la communication, des illustrations, côté tech bien sûr, designer, créateurs, concepteurs d'épreuves, bref, on était tous ensemble avec les mêmes rituels, des daily, des weekly, même des rétros, enfin bref, on essayait d'avoir les mêmes moments. Et dernier point, on voulait piloter notre avancée grâce à des objectifs, grâce à de la data. Ça ne nous allait pas simplement d'avoir des retours utilisateurs en nous disant « Ah, ben il est super bien votre produit !» Notre but, c'était vraiment d'avoir un impact auprès des enfants et des enseignants. Partant de ça, comment on a matérialisé tout ça en termes d'organisation, produit, projet? Première chose, on s'est tous mis derrière une table, bon, on était en remote, donc derrière un miro, et on a essayé de poser cette conception produit, cette vision produit qui allait nous driver tout au long de la mission. Donc on a posé notre proposition value. On a aussi également creusé un business model canvas. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui permet d'aligner l'équipe sur un produit, essayer de tester sa viabilité, avant d'investir plus de temps. Derrière ça, on a regardé les segments, les canaux de diffusion, les ressources clés, les partenariats. Et bien sûr, on a essayé de lister un maximum d'objectifs chiffrés pour essayer de se dire est-ce qu'on était dans le bon ou pas quand on développait le produit. Et toutes ces phases, comme je vous l'ai dit, c'était tous ensemble. C'était vraiment cette équipe de chercheurs, de pédagogues, de tech, de designers. Deuxième étape, comprendre le besoin de nos utilisateurs. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Faire un produit, c'est bien, mais faire un produit pour des utilisateurs qui l'utilisent, c'est mieux. Donc, on est allé sur le terrain. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais on a quand même rencontré plus de 250 enfants dans des villages, villes complètement différents, avec des cadres complètement différents, de Marseille à Tours, à Paris, à Montpellier, à Lyon. Enfin bref, on est parti un peu partout. Ça nous a permis de faire une cartographie des usages et des parcours. Très important de comprendre quels étaient les réels freins et motivations de nos enfants et de nos enseignants.
On a créé des personas, bien sûr, ça je ne vous apprends pas les personas. On est venu aussi faire lister un peu toutes ces attentes qu'avaient nos personas, afin de lister un peu les réponses que nous pouvons apporter. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout bête comme outil. C'est simplement un tableau. À droite, vous avez les personas, au milieu, vous avez les attentes de ces personas, et à gauche, vous avez la réponse proposée par l'outil. Attention, attention. Je vois vous arriver rapidement, hein, parce qu'on est tous développeurs, concepteurs, on aime bien parler solutions. Je ne parle pas de fonctionnalité dans la dernière colonne, je parle vraiment plutôt du comment. Comment on va adresser ce besoin. Dans l'exemple, je ne sais pas, Émilie, si tu veux nous le présenter. On avait nos personas, il y en a encore un peu plus, vous voyez, mais enseignants. Et dans les enseignants, déjà, on en a trouvé deux, ceux qui étaient très à l'aise en numérique ou ceux qui avaient vraiment besoin d'accompagnement. Et par exemple, pour ceux très à l'aise en numérique, ils nous disaient, enfin, en même temps, ils le disaient tous, mais ceux à l'aise qui n'étaient pas à l'aise dans le numérique, étaient encore plus mis en difficulté par le fait qu'ils n'avaient pas du matériel pour tous les élèves. Ils ont généralement 6, 8 tablettes ou ordinateurs. Donc ils doivent gérer la classe et les enfants en autonomie sur l'ordinateur, ou alors laisser les autres enfants seuls pour aller sur l'ordinateur, c'était une vraie difficulté. Et les enfants ne sont pas autonomes sur l'ordinateur tant qu'on ne leur a pas appris à l'être. Et donc, ils nous disaient, moi, il faut que le numérique soit travaillé en demi-groupe dans la même salle, et je ne peux pas être avec eux forcément. Ça, c'était un des besoins qu'on a vus. Du coup, nous, en face, ce qu'on s'est dit, c'était que la réponse, ça doit être un outil qui doit être utilisable en autonomie par les élèves en demi-groupe, où l'enseignant n'a pas besoin d'être derrière à guider. Donc, on avait vraiment ce côté autoporteur à mettre en place dans nos IHM, dans nos fonctionnalités. Vraiment, il fallait aider l'enseignant plutôt que d'imaginer qu'il allait être là en support non-stop avec l'outil. Donc, vous voyez ce principe, à chaque attente, on est venu avoir une réponse proposée. Enfin, dernière partie, avant de se lancer dans le projet, on a pris une bonne phase pour prioriser et pour, sur certains besoins, vous savez, qui sont encore flous, sur lesquels on ne sait pas trop comment on va faire une phase d'expérimentation. Et pour ça, pour venir essayer de savoir rapidement quelle est la fonctionnalité, quel est vraiment l'intérêt du produit, la core value du produit, on a essayé de faire une jolie matrice. Alors vous voyez en haut, c'est la valeur perçue, enfin sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, c'est le risque. Et on est venu placer toutes les réponses qu'on avait listées juste avant. Vous avez vu les couleurs, c'est des personas. On est venu placer ça sur cette matrice. Ça vient d'un talk que j'aime beaucoup de Jeff Gosselin, qui est un peu le papa du Lean UX, qui dit en gros, tout ce que vous avez en haut à droite, oui c'est ça, en haut à droite, ça va être les valeurs qui vont apporter le plus à vos utilisateurs, mais qui ont possibilité de failer très fort. Et donc forcément, on va commencer notre projet par ça, par lever les risques. Parce qu'une start-up, souvent, on sait, ou en tout cas un nouveau projet, on n'a pas beaucoup de financement. Souvent, c'est compliqué. Donc, on va essayer de lever un maximum de risques et on va essayer de traiter ces fonctionnalités en premier. Bien sûr, les fonctionnalités qui apportent de la valeur et qui sont moins risquées, ça, on le sait. On va faire une roadmap, on va les faire, on va faire du run autour de ces features et on ne va pas rentrer trop dans le discovery ou dans la prototypage. Et ce que dit Jeff, c'est que tout ce qui est en dessous, on ne le fait pas. Soit on attend que ça remonte, ou soit on se dit, bon, peut-être qu'un jour on aura le temps, ou peut-être que quelqu'un un jour criera et nous dira, ah mais pourquoi c'est pas fait? Et dans ces cas-là, on le prendra en compte. Mais dans sa philosophie, dans le Lean UX, c'est toujours venir essayer d'adresser les fonctionnalités, en tout cas les core values qui sont dans la partie high perceived value et qui ont le plus de risques. Donc ça nous a donné finalement un début de roadmap. Parce qu'on a voulu attaquer déjà les features qui étaient dans ce rond. Et enfin, pour essayer de savoir comment les découper plus finement, parce qu'après vous allez dire, Estelle, ouais, ça reste des post-it, comment on fait pour découper en EPIC et en US? Ben là, ce qu'on a fait, et du coup avec l'équipe, c'était intéressant aussi d'intégrer tout le monde à ce niveau-là, c'est de faire un user story mapping pour avoir des plus petites versions de comment on allait déployer petit à petit nos parcours. Tout simplement. Ça fait quoi? Ça fait un petit triptyque d'une vision produit définie, sur lequel on est tous acteurs et on va dans ce sens-là. Et ensuite, un ping-pong entre compréhension du besoin, expérimentation, afin de valider et invalider nos hypothèses tout au long du développement. Vraiment, ça a été ça, notre guideline. D'ailleurs, en parlant d'expérimentation, là, je vous ai beaucoup parlé d'expérimentation tech, on va dire dans le delivery, mais on en a eu aussi côté pédagogie. Là, je vais laisser la parole à Émilie pour nous les présenter. Oui,
Côté pédagogie, nous, on se posait la question du comment. Comment faire pour qu'un outil soit utilisable en autonomie? Vous voyez, c'était notre priorité. Et comment faire pour que les enfants apprennent vraiment sur numérique? Est-ce qu'ils apprennent sur numérique? Enfin, on s'est retrouvé face à plein de questions. Et donc, on a posé 4 hypothèses. La première, on est reparti de cette idée que ce ne sont pas des digital natives et donc qu'il va falloir prendre en compte le fait de leur apprendre des choses, mais ce ne sont pas non plus des pages blanches. Ils savent plein de choses. C'est ce qu'on appelle en pédagogie les préacquis. Et donc notre première hypothèse était il va falloir absolument tenir compte des préacquis des élèves pour pas supposer qu'ils ne savent rien et leur donner des exercices beaucoup trop faciles. C'est la première règle de l'enseignement. Si l'enfant s'ennuie, l'enfant fait le bazar. On l'a vu. Donc, on l'a vu. Donc, si on veut qu'il soit autonome, il faut que les préacquis soient pris en compte pour qu'il apprenne, pour qu'il sente qu'on lui donne un exercice à son niveau. C'est ce qu'en pédagogie, on appelle la zone proximale de développement, un grand chercheur qui s'appelle Vygotsky. Et donc, l'idée, c'est que pour apprendre, nous tous, les enfants, mais nous tous, on a cette zone de confort où on est bien, où on n'apprend pas. On a une zone très très loin de tout ce que vous rêveriez d'apprendre, mais que vous n'êtes pas capable d'atteindre seul. Ça demande beaucoup trop d'efforts. Et puis on a une petite zone juste là, où avec un petit coup de main, avec un enseignant, avec un accompagnateur, une vidéo YouTube, n'importe qui. Voilà, selon l'enseignant va t'emmener un peu plus loin, la vidéo YouTube un petit peu moins. Mais il y a cette zone où on peut apprendre seul, en autonomie, ou accompagné avec des enfants, avec un enseignant, pardon. Et pour les enfants, il faut atteindre cette zone-là. Si on leur donne un exercice trop loin, ils vont se décourager. Si on leur donne un exercice beaucoup trop facile dans leur zone de confort, ils n'apprennent pas. Donc la première idée, c'était ça. La fameuse ZPD, zone proximale. On en a beaucoup parlé pendant 3 ans. Et donc voilà, notre première hypothèse, c'était il faut tenir compte des préacquis des élèves. La deuxième, c'était, toujours dans cette idée de les rendre autonomes, c'était donc de maintenir l'engagement. Vous ne pouvez pas être autonome dans une tâche si vous ne commencez pas par l'engagement. L'engagement, c'est cette action qui va faire que vous allez commencer. Là, il faut bien penser qu'on avait un outil qui n'allait être utilisé que dans le cadre scolaire. Donc, un outil que les enfants devront utiliser sans avoir aucun choix, puisque l'enseignant leur dira maintenant tu vas. Et donc, dans ce cas-là, il faut que l'enfant ne se sente pas forcément que obligé de le faire, mais ait envie d'y aller. Et donc, il fallait qu'on maintienne l'engagement de l'élève, donc qu'on lui donne envie, que lui se dise « chouette, c'est le moment d'y aller ». Et ensuite, ça lui permet d'adapter ses comportements face à l'apprentissage et de persévérer quand il rencontre une difficulté. Ça, c'est un cercle aussi qui est très connu dans la motivation et chez les psychologues et les pédagogues. Et donc, nous, on a vraiment travaillé sur cet engagement. On va vous le montrer tout au long de cette présentation. Troisième hypothèse ? Troisième hypothèse, elle est moins rigolote pour les enfants, mais il fallait assurer la pertinence de l'évaluation. On devait dire aux enseignants qu'ils pouvaient avoir confiance en nous, que quand ils auraient utilisé notre outil, le profil de compétences qu'on leur donnerait des élèves serait juste. Et donc, on devait... Et puis, parce que c'est aussi la mission de l'école, d'évaluer les enfants, d'évaluer les élèves pour pouvoir transmettre aux collègues de l'année d'après les enfants avec lui, il a besoin d'être là et lui, il est déjà très autonome. Donc, il fallait pouvoir donner un profil de chaque élève dans ses compétences numériques. Sachant qu'il faut imaginer, il y a certains enseignants qui sont encore à la craie. Vraiment, on en a vu, on a des enseignants qui ne sont pas du tout à l'aise avec les tableaux, avec les PC, les tableaux numériques. Du coup, il faut vraiment les aider à évaluer avec un outil auquel ils ont confiance. Et les enseignants de CM2 doivent évaluer les élèves pour dire au collège quel est le profil de compétences numériques de leurs élèves. Donc pour dire ça, il fallait qu'ils aient du matériel, mais qu'ils aient des compétences et qu'ils n'aient pas peur. Donc nous, on leur assurait que cette partie-là, on allait pouvoir les aider. Ça faisait partie de notre proposition value. On l'avait mis dès le départ, évaluer les compétences numériques de tous les élèves à l'aide des contenus adaptés. Oh là là, c'est beau quand Émilie, elle le redit. Je triche. Alors que ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus sur le projet. Dernière hypothèse ? Dernière hypothèse qui est extrêmement importante dans tout apprentissage, et là on parle des enfants et des adultes. Vous ne pouvez pas apprendre si vous n'avez pas de sentiment d'auto-efficacité. C'est un mot un petit peu compliqué pour dire un truc très simple. Si vous croyez que vous allez échouer, vous allez échouer. C'est mesuré vraiment avec des milliers d'enfants qui ont été testés et d'adultes. Si vous avez la certitude de réussir dans votre apprentissage, vous avez mais les chances, c'est du 80-20. Vous avez beaucoup plus de la capacité de réaliser cette tâche. On a fait ces tests. C'est le psychologue Bandura qui travaille là-dessus depuis très longtemps.
on a fait des groupes d'enfants ou même adolescents où on leur donnait un exercice en disant celui-là il va être super dur, vraiment super compliqué, mais Je vais pas y arriver, mais... la classe échouait et à capacité égale, la classe d'à côté avec les mêmes compétences, etc. En leur disant ça, franchement, c'est un exercice facile, c'est le niveau de la classe d'avant, vous faites ça depuis 3 ans. Et ça leur paraissait très très simple. L'état d'esprit dans lequel vous rentrez quand vous commencez à apprendre va changer complètement votre capacité à intégrer la notion et le savoir-faire. Donc nous, notre idée, c'était que l'enfant ne se décourage jamais devant notre outil et se dise toujours, de toute façon, je vais y arriver. Ce sentiment d'auto-efficacité, il nous tenait particulièrement à cœur, avec toute l'équipe et avec Estelle, on est très attachés, parce qu'il va interroger les gestes professionnels des enseignants, tout ce que l'enseignant va mettre en place pour favoriser la confiance en soi de l'élève et donc son sentiment d'auto-efficacité. Et dans les gestes professionnels des enseignants, il y a lutter contre les biais sociaux auto-dévalorisants. Pourquoi ? Parce que si vous venez d'un milieu social où personne n'a fait d'études, où personne ne maîtrise telle compétence, les enfants sont persuadés qu'eux ne vont pas y arriver et même s'empêchent d'y arriver. Moi, j'ai eu un élève une année de CP, je n'arrivais pas à lui apprendre à lire, à lui faire apprendre à lire. Je ne comprenais pas, j'ai appelé la psychologue, j'ai appelé l'aide. Et en fait, on a compris que personne dans sa famille ne savait lire. Et il ne pouvait pas s'imaginer lecteur parce que ça voulait dire dépasser toutes les compétences de ses parents. Et il avait un vrai blocage psychologique. Donc pour vous dire, les biais sociaux qu'on intègre et dont on ne se rend pas toujours compte nous bloquent aussi dans nos apprentissages. Et là, il y en a un auquel on a fait très très attention aussi. Donc on a fait très attention aux biais sociaux en allant tester auprès d'enfants dans des écoles de RED+, des écoles d'enfants défavorisés, etc., pour être sûr que ça leur convienne. Et on a mis en place des choses pour eux pour qu'ils puissent lever ces biais. Et on a fait très attention aux biais de genre, parce que les petites filles, très très tôt, se disent que le numérique, ça ne sera jamais pour elles. Très très tôt. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faudrait agir au lycée en faisant du code au lycée, ça serait bien. C'est beaucoup trop tard. Du coup, on se dit peut-être le collège, on va faire de la technologie. Les études ont montré que c'était déjà trop tard. Et peut-être le CM1, CM2, mais nous, on sait que le CM1, CM2, c'est déjà trop tard. Ça se joue à la maternelle, voire avant. À la maternelle, les petites filles commencent à dire, quand on leur donne une tablette, je vais le donner à mon copain, parce que pour moi, c'est trop dur. Donc elles se disent ça avec les maths, mais elles se disent ça avec le numérique. Donc nous, on s'est attaché vraiment fortement à lever ces biais-là et à les avoir absolument toujours en tête. Et donc, vous allez dire toutes ces hypothèses, qu'est-ce que ça a donné ? J'imagine que vous êtes tous très impatients de voir le produit final. Oui, oui Estelle. Et donc du coup, grâce à toutes ces expérimentations, vous l'avez compris, on a fait quelque chose. On est venu le tester, vraiment pédagogiquement. On est revenu d'une page blanche, donc on a tout fait au niveau tech. On est allé sur le terrain, on l'a testé, et ça a donné PIC Junior. Et PIC Junior, c'est 2 outils. Un outil pour les enseignants, qui permet d'avoir une plateforme très simple en quelques clics pour suivre justement comment ça se passe dans les compétences que voient les enfants, leurs résultats, leur progression. Mais en même temps, ça laisse aussi les enseignants autonomes pour faire de la remédiation. C'est-à-dire que s'il y a des enfants qui n'ont pas réussi, on donne des sources, d'autres fiches pédagogiques que réalise d'ailleurs Émilie avec brio, où on vient donner des contenus, des jeux, des choses supplémentaires pour pouvoir bosser avec eux. Et surtout pour les enfants, on a une plateforme qui s'appelle PIC Junior, où on a une authentification qui est basée sur de la reconnaissance de prénom et de la classe, parce que des mots de passe, pour l'instant, on a décidé de ne pas le gérer. Et chaque compétence du numérique va être travaillée sous forme de ces petites cartes. Vous le voyez, protéger ses données, recherche sur Internet, lutter contre le cyberharcèlement, ça faisait partie des premières missions qu'on a développées au sein de l'application. Et dans ces missions, nous avons créé donc des sortes de petites questions. Vous pouvez le voir, un design méga épuré, parce qu'un enfant, dès que ça voit un petit truc qui bouge dehors, il est parti sur autre chose, vraiment. Donc on voulait un design qui n'avait mais vraiment aucun détracteur. Des bulles de texte qui sont splittées, vous le voyez, un petit élément sur lequel on peut brancher de l'oralisation pour les enfants qui en ont besoin. Plus c'est des
petites phrases courtes. On utilise le FALC, le français facile À lire et à à comprendre, qui est un pattern si vous voulez regarder un peu plus loin, pour essayer d'avoir des consignes très claires. Et vous le voyez, on a à chaque fois un médium assez intéressant. Là, vous avez une illustration qui a été faite par nos équipes où il y a un apport pédagogique. C'est pas simplement une image pour être une image, c'est un soutien à la compréhension de la situation. Et donc, on a d'autres médiums, on a des drag and drop, on a fait des trucs assez fun pour continuer ce sentiment d'engagement. Et je vous parlais des biais, on a inventé tout un cast de petits personnages. Alors, il y a un petit biais que vous ne voyez pas, l'image est très rose. En vrai, on est beaucoup plus violet-bleu que rose à ce point-là. Donc il y a un petit biais là sur le personnage. Donc vous voyez, il y a un robot compagnon qui s'appelle donc Junior et qui accompagne les enfants tout au long de leur aventure. Il y a 8 enfants créés par nos équipes. On essaye au maximum de représenter tous les enfants. Et qu'un enfant puisse se dire, ok, moi j'aime bien celui-là parce qu'il me ressemble un peu. Il y a évidemment des filles et des garçons. Il y a un élève porteur de handicap. On a essayé vraiment de diversifier au maximum pour que les enfants puissent se reconnaître dans un des personnages. Pourquoi ? Parce que c'est les personnages qui vont être mis en difficulté. Ça, on a essayé de gérer la relation affective à l'erreur. Et donc, c'est pas l'élève qui n'arrive pas à faire son exercice, c'est les 2 petits personnages qui vont aller demander de l'aide au robot parce qu'ils sont en difficulté avec le numérique. Et donc l'élève doit aider les personnages et ça lui permet de ne pas prendre la charge seule de l'erreur et de la difficulté. Et donc de dédramatiser aussi l'erreur. Tous les personnages ont un caractère, ont des passions, des compétences, des points forts, des points faibles. Donc il y a des personnages qui sont très très forts en traitement de texte et d'autres qui n'arrivent pas du tout à utiliser la souris. Et donc voilà, on va aider l'élève qui est en difficulté et comme je le disais, comme au départ on va vérifier ce que c'est l'enfant et ce qu'il doit apprendre, on va adapter les exercices et on va le voir juste après pour que chaque enfant puisse rencontrer les difficultés des personnages en fonction de ce dont il a besoin. Oui, parce que là on vous a présenté notre surcouche très jolie, d'ailleurs un bisou à Noémie qui nous écoutera. Mais on va dire le cœur, c'est cet algorithme qu'on a mis en place pour permettre l'évaluation et l'apprentissage. Donc là, on s'est creusé la tête, on a rencontré des chercheurs, on a beaucoup travaillé et donc on est revenu à l'essence même, on veut qu'ils apprennent une compétence numérique. Et une compétence, c'est, en schématisant, le plus souvent un savoir attaché à une tâche. Je sais cette notion et je sais résoudre cette tâche, donc j'ai un savoir et un savoir-faire. Et ça, c'est ce qui va me donner une compétence. Un savoir peut être associé à plein de petites tâches et ça va être des compétences différentes et vice-versa. Et donc, on s'est, pour chaque compétence numérique, interrogé sur quel est le savoir que l'élève doit maîtriser et quel est le savoir-faire qu'il doit mettre en œuvre pour dire qu'il maîtrise cette compétence. Et donc, on a là-dedans un algorithme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut déterminer la zone où l'enfant va apprendre avec aide. Donc il va commencer par ce que nous on appelle une activité de validation. On va lui donner un exercice qui est l'exercice dans cette zone un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y arrive ? Et du coup, en fait, c'était sa zone de confort. Et il va filer tout droit. Finalement, il a le savoir-faire. Il a le savoir. Il va aller vers le savoir-faire parce qu'il a la notion. Il sait ce que c'est un traitement de texte. Il sait ce que c'est le cyberharcèlement. Il sait ce que c'est une donnée personnelle. On ne va pas l'embêter. Par contre, s'il ne sait pas, il découvre vraiment, il n'a jamais entendu parler, on va l'emmener vers une activité d'entraînement. C'est-à-dire on le ramène vers sa zone de confort un tout petit peu. Et on va découper le savoir-faire en items, en acquis, pour voir à quel moment il bloque. Est-ce que c'est juste parce que c'est loin dans sa mémoire ? Est-ce qu'il faut réactiver l'entraînement ? Et là, il chute encore parce que non, il n'a jamais entendu parler des données personnelles. Donc vraiment, ça ne lui dit rien. Il va aller vers une activité didacticielle. Ici, il n'aura que des vidéos, des petites bandes dessinées avec les personnages qui sont en difficulté, qui vont voir le petit compagnon junior et qui lui disent vraiment, on me demande de protéger mes données personnelles, mais je ne sais pas ce que c'est les données personnelles. Il va y avoir des petites vidéos et des exercices qu'on appelle des exercices de faire avec. C'est-à-dire on fait avec l'élève, on fait des exercices qu'il ne peut pas échouer. On va faire du tri de notions, et en fait ça va être autocorrectif et en faisant, il va comprendre, il va s'entraîner et il va remonter comme ça jusqu'à réussir les activités de validation. Là on sait qu'il a la notion et on va lui proposer le savoir-faire, même chemin. Mais on se dit, on a aussi ces élèves qui sont très très à l'aise avec la notion et avec la compétence. Ils arrivent, ils ont la notion.
ils savent le savoir-faire. Ils vont très vite s'ennuyer. Ils vont avoir 5-6 exercices et les autres sont en train de descendre vers le didacticiel alors que lui s'ennuie. Et ben, on a créé une partie approfondissement, des activités de défi qui vraiment là vont le chercher un peu plus loin dans la zone proximale de développement et vont le challenger, lui donner des exercices un peu avec de l'implicite où on ne donne pas toutes les infos, où il faut aller chercher dans des documents, donc ça lui prend du temps. L'idée étant, à notre départ, avoir des enfants autonomes et l'enseignant qui peut faire autre chose avec un groupe pendant ce temps-là. L'idée étant que l'élève qui descend en didacticiel et l'élève qui est sur son activité de défi et qui cherche beaucoup prennent à peu près le même temps à terminer leur activité pour que l'enseignant puisse avoir une séance pédagogique qui se tient aussi en termes de temps. Parce qu'on l'a eu en panel, les premiers panels, c'était très drôle. On avait une mission, on était tout contente. Ah, l'algo, il est génial. Et puis on arrive et puis on a la moitié de la classe qui dit ah, mais madame, j'ai terminé. 1 minute 30. Bon, ça va être compliqué, on n'a rien à te montrer. Et c'est là, vous voyez, en expérimentant, qu'on s'est dit, ah ouais, eux, il ne faut pas qu'on les lâche, il faut qu'au contraire, on leur donne de la substance et du challenge. Donc, d'où l'apparition de la partie apprentissage. Ok, donc, pour maîtriser une compétence, il faut connaître le savoir, il faut faire une tâche, donc le savoir-faire. Et normalement, c'est comme ça qu'on sait si oui ou non, on sait cette notion. C'est ça. On a acquis cette notion. Et les enseignants vont retrouver toutes ces informations dans Pixorga avec la liste de leurs élèves. Et ils auront à chaque fois, en face de chaque compétence, si la compétence est acquise pour l'élève ou pas. Parfait. Bon, on vous présente tout ça. Mais à votre avis, est-ce que l'impact est positif ou pas? Est-ce que les élèves ont aimé? Est-ce que les enseignants ont apprécié? Suspense. Mais si on est là, je pense que le suspense n'est pas trop lourd. Au niveau du passage à l'échelle, en termes d'usage pur, on a été super heureux. Il n'y avait pas eu de communication officielle. Il faut savoir que PIC Junior n'est pas obligatoire pour les CM1, CM2, pas comme la certification pour les collèges et les lycées. Donc en fait, c'était simplement du bouche à oreille, des gens qui nous connaissaient, qui nous suivaient, qui avaient envie de voir. Donc clairement, on est très contents. 923 écoles activées dans 88 départements l'année dernière. C'est des chiffres qui ont été exportés en août 2025 sur l'année 2024-2025. 15 000 élèves actifs, on est très fiers. Plus de 3 000 enseignants aussi. Et surtout, le chiffre qui nous plaît le plus, c'est que 70% des écoles ont joué au moins 5 missions. Vous savez, les petites cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ces missions, on les a délivrées au fur et à mesure. D'abord, on en avait une, après, on en a eu 2. Et chaque mois, on venait essayer de compléter cette bibliothèque de missions. Ça veut dire que ces 70%, là, ils sont revenus tous les mois pour tester des nouvelles missions. Ce qui est pour nous un gage énorme et une validation énorme. Ça veut dire qu'ils ont trouvé une utilité et qu'ils ont inclus Pix Junior dans leur démarche et dans leur enseignement. Wouhou! Et ça s'accompagnait aussi de formulaires et d'entretiens avec eux. Oui. D'ailleurs, il y a un enseignant qui nous a dit aussi cette phrase. On se rend compte que les élèves n'ont pas les bons codes pour aller sur Internet alors qu'ils pensent les avoir. Et donc, les enseignants ont pris conscience de ce digital native, ce qu'ils pensaient vraiment que les élèves n'avaient pas besoin d'aide pour aller sur Internet puisqu'ils le faisaient tous les jours avec leur tablette à la maison. Et les enseignants nous ont écrit, on a des formulaires, on leur a demandé beaucoup leur avis, en disant, mais en fait, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'en fait, ils ne savent pas, les élèves. Et d'un point de vue impact au niveau de la progression, est-ce que vraiment PIC Junior a été utile pour la progression? On est très contents parce que oui, il faut savoir que l'entraînement a permis à 82% des élèves de progresser. Vous savez, quand Émilie vous a montré qu'il y avait une phase après la validation, s'ils n'avaient pas réussi, il y avait l'entraînement. Ça veut dire que 82% d'entre eux remontent à ce moment-là. J'aime pas ce terme, mais en tout cas réussissent à nouveau. Et le didacticiel a permis à 62% aussi des élèves à progresser. C'est aussi énorme. Ça veut dire qu'on laisse pas, on n'arrive pas à remonter ces 40% d'élèves s'ils sont didacticiels, mais on arrive à récupérer 60% d'entre eux. Ce qui est quand même énorme pour des élèves qui n'ont peut-être jamais vu la notion données personnelles, qui, même au niveau des adultes, on est d'accord, pas souvent très connue. Bref. Mais qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui ont joué la notion, qui n'ont pas réussi, qui sortent du didacticiel? Comment on arrive à les récupérer, ceux-là? Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les élèves revenaient jouer la carte de la compétence qu'ils avaient échoué. Et 50% de ceux qui rejouent progressent au deuxième passage de la mission. Donc c'est-à-dire qu'ils ont envie de progresser puisqu'ils reviennent la jouer. Et qu'en plus, la deuxième fois, ils s'améliorent encore. Donc là, on était très contents. Je ne veux pas m'arrêter, j'apprends trop de choses. Ça, c'est le dernier panel que j'ai fait. Il y a un élève qui...
C'était la mission organiser des fichiers et des dossiers. Et très honnêtement. Le rêve de tous les enfants d'organiser des fichiers. Elle est dure pour un enfant voilà, vraiment, elle était dure. Mais ils étaient super contents. Moi, je m'attendais à me faire. Ils étaient super contents en disant, mais on ne connaît pas ça, on n'a jamais vu. Et donc, un élève qui a vraiment échoué la mission très rapidement, je lui ai dit, tu veux retourner en classe, tu veux faire une autre mission, parce que là, tu es en difficulté. Il me dit, ah non, je ne veux pas m'arrêter, j'apprends trop de choses. Et là, on s'est dit, c'est gagné. C'est-à-dire que même sur quelque chose qui les intéresse peu ou qui est très loin d'eux en termes d'affect, ils étaient vraiment très contents d'apprendre des choses de grands. C'est ce qu'ils m'ont dit. De grands. Oui. Bon, voilà un petit peu toute notre démarche. Voici l'impact qu'on a eu. Voici des données qu'on a réussi à extraire. Mais on voulait venir aujourd'hui pour vous partager nos enseignements. Parce que c'est sûr, là, vous pensez que c'est peut-être un projet parmi tant d'autres sur en plus des élèves, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle, en tout cas qui est proche de votre métier. Mais on a eu quand même pas mal de difficultés, on a rencontré des choses qu'on voulait vous partager. La première, c'est que la vitesse est souvent perçue comme un synonyme d'innovation. Or, c'est faux. Oh, dis donc. Faut compléter ce que je dis, du coup, c'est un texte à trous. En réalité, l'enjeu, c'est de mesurer l'impact réel du produit sur les utilisateurs et le marché. Le fameux... Ah, il en manque encore un de pixels sur la télé. C'est parfait. Le fameux Product Market Fit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le PMF. En fait, il faut savoir distinguer la vélocité et la valeur apportée à nos users. Pour le dire plus simplement, on va venir chercher la création d'usage plutôt que finir la totalité de mes tickets Jira de mon sprint. Oui, j'ai une petite voix cynique quand je dis ça. Donc, vélocité est complètement différent que l'impact utilisateur. Autre enseignement, on a énormément expérimenté dans ce projet. On voulait toujours aller voir nos élèves. Par contre, on n'avait pas de pattern. On avait des hypothèses balancées comme ça dans un Miro. Et puis on récupérait les datas et puis après on faisait c'est pas mal. Mais j'ai beaucoup appris en regardant la conférence de Rachel Dubois dernièrement à Devox, je vous ai mis le lien ici. Et dans ce talk, elle parle d'un pattern de Spotify qui s'appelle le DIBB ou le DIB. D'abord, essayer de lister les datas qu'on a à dispo. Ensuite, récupérer les insights de nos utilisateurs, donc tout ce qui est verbatim, collecte terrain. Ensuite, on va essayer de formuler un belief, donc des hypothèses. Je pense que mes utilisateurs, s'ils passent une deuxième fois la mission, ils vont progresser. Et enfin, on va essayer surtout de lister les paris sur des chiffres, donc les bet to pursue. Donc par exemple, ok, je pense que s'ils retentent la mission, allez, ils vont réussir à 50% à valider la mission après. Et ça, c'est mon bet, c'est mon pari. S'ils sont en dessous de 20%, bon, ben dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai loupé et qu'il va falloir que je repense mon mécanisme. S'ils ont plus, c'est que j'ai réussi, je mets en prod et c'est parti. Et donc ça nous a... Enfin, vraiment, si j'avais eu ça au départ et si l'équipe avait eu ça, on aurait pu aller beaucoup plus vite dans ces phases d'expérimentation. Pour terminer, on voulait vous dire que l'innovation, elle est collaborative, je vais y arriver. Une équipe, elle est autour d'un produit. C'est fini d'avoir les lignes différentes de roadmap avec une partie delivery d'un côté et la partie discovery avec les designers d'un autre et d'avoir les deux roadmaps qui vivotent et même une roadmap sur la partie conception d'épreuves. C'est fini. Il faut savoir concevoir, tester, analyser, développer ensemble. On apprend tellement de toutes ces interactions-là. De plus, on apprend grâce à l'expérimentation, je vous l'ai dit, et j'ai une conviction forte que je voudrais vous partager, j'en ai beaucoup parlé avec Rachel. Il faut arrêter les roadmaps de delivery. C'est fini les roadmaps de delivery. Il faut faire des roadmaps d'expérimentation. Et en fonction de ces expérimentations, en fonction de ce DIB, vous allez dire, ok, je fais la feature ou je ne la fais pas. Arrêtons le doigt mouillé en disant, cette feature va aider mes utilisateurs. Non. Dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'un produit, c'est un organisme vivant. Ça sent, ça réagit. Il y a au moindre contact, au moindre changement, à la saisonnalité, il y a un organisme cet organisme, il vit. Et c'est à nous, c'est notre devoir, de venir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce produit. Et pour nous, c'est ces 3 points qui a vraiment permis l'innovation dans ce projet. Du coup, on a oublié, mais Maya dans tout ça. Ah oui, où elle en est notre petite Maya qui souffrait tellement au départ. Aujourd'hui, ça va mieux.
J'ai encore des moments où je me sens triste, mais j'ai appris que ça valait la peine de continuer. Maintenant, j'ai aussi appris à mieux me servir des outils numériques pour savoir comment réagir et j'ai mieux appris à me protéger. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, je vous promets qu'un jour, ça ira mieux. L'histoire de Maya n'est pas un cas isolé, il faut le savoir. En 2023, près d'1 million d'enfants auraient été victimes de cyberharcèlement, chiffre France Info. Il faut dire à ces enfants d'en parler, de demander de l'aide à leurs familles, à leurs enseignants, aux animateurs, surveillants. Il y a un numéro d'aide qui est le 3018, si vous ne le connaissez pas, notez-le. Et on voulait vous dire que c'est à nous tous, développeurs, designers, product owners, bâtisseurs du numérique, d'essayer de montrer l'exemple et de construire des outils qui protègent au lieu des outils qui exposent nos enfants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser un feedback, c'est la première fois qu'on le donne, donc on est très heureuse et en plus on est très contente si vous pouvez nous dire comment l'améliorer. Je voulais remercier énormément Émilie parce que elle n'est pas du tout habituée à des conférences tech. J'ai demandé de m'accompagner et si vous pouvez l'applaudir pour moi, pour la remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on a une petite pensée à toute l'équipe PIC Junior aussi. On a une pensée pour toute l'équipe PIC Junior qui nous a aidé à faire le support pour Noémie, qui nous fait tous les designs que vous voyez qui sont incroyables. Les enfants adorent les personnages et l'univers du PIC Junior grâce à Noémie. Puis à tous les collègues qui nous ont aidés à sortir les datas et à analyser les datas, tout ça. Et moi, je merci Estelle de m'emmener dans ton monde parce que je découvre un nouveau monde. Soyez sympa du coup, s'il vous plaît. Et merci beaucoup parce que c'est une grande aventure pour moi et je suis très fière de pouvoir présenter ce talk. On a 2 petites choses aussi qu'on voulait vous donner si vous voulez creuser un peu. À droite, vous avez un QR code pour aller voir les magnifiques fiches pédagogiques d'Émilie, dont celle du cyberharcèlement. Ça donne plein d'infos sur plein d'outils pour s'en prévenir, des datas, enfin c'est génial. Et à gauche, si vous êtes parent, il y a des parcours dans Pix qui peuvent être aussi source de tests, si vous avez un petit peu vous challenger, tout ça. Voilà, c'était les 2 trucs qu'on voulait vous donner. Et je crois qu'en termes de timing, c'est bon. Donc, on va vous laisser là. Très bonne conférence et un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous.